On parle beaucoup aujourd'hui de greffe d'organes et de réactions immunologiques. Nous savons bien maintenant que chaque être humain a sa propre personnalité biologique et qu'il n'est pas possible de greffer n'importe quel rein ou n'importe quel cœur à n'importe quel malade. Ces interventions nécessitent au préalable de minutieuses études immunologiques grâce auxquelles nos chercheurs mettent de plus en plus greffes d'organes et implants de tissus à l'abri du risque de rejet et permettent ainsi de sauver un nombre croissant de vies humaines. Or, nous nous proposons aujourd'hui d'évoquer ce qui fut en quelque sorte la première implantation de tissu jamais tentée, à savoir la transfusion sanguine. Lors des premières transfusions historiques, on observait le plus souvent des accidents graves, mortels, comparables par certains côtés à de véritables maladies de rejet. L'étude de ces accidents d'incompatibilité sanguine a amené à découvrir dans le sang des sujets un grand nombre de facteurs différents que les uns possèdent et les autres pas. C'est ainsi qu'on a pu définir les groupes sanguins A, B, O, puis plus récemment, en 1940, les groupes rhésus positifs ou négatifs, selon la présence ou non dans le sang du célèbre facteur rhésus. Bien d'autres groupes sanguins ou tissulaires ont été découverts depuis, qui constituent pour chaque individu un patrimoine qui lui est propre. Mais la complexité du sang s'accroît encore de facteurs acquis, comme par exemple les anticorps, capables de réagir contre tel ou tel groupe sanguin. Ces questions d'anticorps sont évidemment très complexes. Aussi, nous allons choisir un exemple, celui de l'incompatibilité d'une mère avec son enfant due à différents facteurs de groupe sanguin, en particulier au facteur rhésus. Lorsqu'une mère est rhésus négatif et le père rhésus positif, l'enfant peut être lui-même rhésus positif. Dans un petit nombre de ces cas, il arrive que ces globules passent dans l'organisme maternel, notamment au moment de l'accouchement, en s'infiltrant à travers le placenta. Ils se comportent alors comme des soldats ennemis, mais l'organisme de la mère, pour se protéger contre l'agression, mobilisera ses propres défenses sous la forme d'anticorps, qui n'apparaissent généralement qu'après la naissance. Le premier enfant, donc, n'en souffrira pas, mais les anticorps subsisteront. On dit alors que la mère est immunisée. Si un second enfant survient, de même rhésus positif, les anticorps, constitués en armée de réserve, pourront passer à travers le placenta et s'attaquer cette fois aux globules du jeune enfant pour les détruire. C'est là le processus de la maladie hémolytique du nouveau-né par incompatibilité. Elle se traduit peu après la naissance par une jaunisse très précoce, survenant dans les premières heures ou au moins avant le 3e jour. Cette jaunisse peut être justiciable d'un traitement fort efficace, l'exsanguinotransfusion, qui sauve chaque année la vie d'un nombre important d'enfants. Hélas, sa pratique comporte un inconvénient, elle exige beaucoup de sang et doit faire appel à des donneurs particuliers. Mais docteur, n'existe-t-il pas maintenant un moyen d'éviter ces incidents d'incompatibilité, en somme de prévenir plutôt que de guérir? Oui, c'est exact. Et à la suite de nombreux travaux, on a pu mettre au point une fraction plasmatique qui, injectée aussitôt après la première naissance, mais dans des conditions très spéciales, permet d'éviter les accidents pour les grossesses ultérieures. Mais pour ça, il faut disposer de sang provenant de personnes immunisées. Quelles sont ces personnes? Eh bien, ce sont tout d'abord les mères dont les enfants ont présenté autrefois ces ictères particuliers et dont le sang contient maintenant des gamma-globulines spéciales qui peuvent aider les femmes enceintes dans les mêmes situations. Et les centres de transfusion lancent un appel pressant à toutes ces mères dont les enfants étaient autrefois atteints, même si cela se passait il y a 20 ou 30 ans. Il est possible aussi d'utiliser le sang de sujets rhésus négatifs qui ont accepté de se faire immuniser. Ces donneurs sont donc doublement bénévoles, puisque non seulement ils donnent leur sang, comme tant d'autres, mais ils ont accepté de se faire immuniser, ce qui confère à leur sang, et plus spécialement à leur plasma, des qualités particulières. Et à côté de la foule des donneurs habituels, il nous faut une petite phalange, constituée par ces donneurs immunisés. Il existe d'ailleurs une méthode, dite plasmaphéreuse, qui permet de ne prélever que le plasma.
Cette fraction qui est dans ce cas particulier l'élément le plus utile de leur sang, en laissant au sujet tous ces globules rouges qui sont eux les plus lents à se reconstituer. Cette technique très courante est particulièrement favorable et pourra même être renouvelée plus fréquemment que le simple don de sang. Mais docteur, est-il possible de prélever ainsi d'autres plasmas spécialisés? Bien sûr, et de la même manière, il est possible de préparer des gamma-globulines douées d'activités spécifiques à condition d'utiliser le plasma de donneur présentant des anticorps particulièrement utiles. Lors d'une agression microbienne, l'organisme réagit en fabriquant des anticorps qui sont capables de détruire spécifiquement cet agresseur et ainsi le protéger contre une atteinte ultérieure du même microbe, car les anticorps persistent dans l'organisme. C'est ainsi que tout adulte, ayant eu une fois la rougeole dans l'enfance, est dorénavant protégé grâce aux anticorps qu'il possède. Et les gamma-globulines que l'on peut préparer à partir de son plasma sont parfaitement capables de protéger les jeunes enfants contre cette maladie. Il en est de même pour la coqueluche, qui est si souvent mortelle pour les jeunes enfants. Nous pourrons maintenant les sauver à condition de disposer de plasma de donneurs fortement immunisés. C'est facile maintenant avec la vaccination. Et le tétanos, si redoutable pour les non-vaccinés, il peut être lui aussi très amélioré par des gamma-globulines provenant de sujets fortement vaccinés. Bien entendu, il serait préférable que ces malades aient été eux-mêmes vaccinés contre la coqueluche dès les premiers mois de la vie, contre le tétanos, en pratiquant régulièrement les rappels de vaccination antitétanique. Mais en attendant cette période idéale où la vaccination généralisée éliminerait tout risque de maladie infectieuse, il est absolument nécessaire de pouvoir disposer de ces gamma-globulines spécifiques qui sont si efficaces contre la rougeole, la coqueluche, la variole, le tétanos, et tout récemment pour prévenir les immunisations des mères contre leurs propres enfants. Le problème est là encore de trouver de nouveaux donneurs, et à côté des millions de donneurs habituels dont on a toujours besoin, il faudrait trouver quelques volontaires qui acceptent de se laisser vacciner et immuniser avant de donner leur plasma. Ceci pour sauver de nouvelles vies humaines, et notamment des jeunes enfants. Ainsi, plus la médecine progresse dans la sauvegarde des vies humaines, plus les besoins augmentent en sang humain. C'est pourquoi les centres de transfusion lancent périodiquement des cris d'alarme. Ils réclament de nouveaux donneurs pour faire face aux besoins croissants en sang complet, mais également des donneurs spécialisés, immunisés. Le Centre national de transfusion sanguine et les centres de fractionnement français délivrent chaque année 50 000 ampoules de gamma-globulines correspondant à 50 000 litres de sang. Dans l'ensemble, 2 millions de prélèvements sont effectués chaque année en France et ce chiffre est insuffisant pour couvrir tous les besoins en sang complet et en plasma. Il prouve néanmoins que le don de quelques centilitres de sang chez un adulte bien portant est parfaitement inoffensif. L'organisme compense immédiatement ce prélèvement grâce à ses réserves et toute personne de 18 à 60 ans peut se présenter pour un simple don de sang. Quant au dérangement, au temps passé, peut-on honnêtement faire cas lorsqu'une vie humaine est en jeu? Oui, la vie de l'un de ces enfants dépendra peut-être un jour du don d'un peu de votre sang. Mais peut-on réellement parler d'un don? Ne s'agirait-il pas plutôt d'un prêt? Qui de nous peut être assuré qu'il n'aura jamais besoin, pour lui-même ou pour sa famille, du sang d'un autre?